Mais tandis que chacune de ces liaisons, ou chacun de ces flirts, avait été la réalisation plus ou moins complète d'un rêve né de la vue d'un visage ou d'un corps que Swann avait, spontanément, sans s'y efforcer, trouvé charmant, en revanche, quand un jour au théâtre il fut présenté à Odette de Crécy par un de ses amis d'autrefois, qui lui avait parlé d'elle comme d'une femme ravissante avec qui il pourrait peut-être arriver à quelque chose, mais en la lui donnant pour plus difficile qu'elle n'était en réalité, afin de paraître lui-même avoir fait quelque chose de plus aimable en la lui faisant connaître, elle était apparue à Swann non pas certes sans beauté, mais d'un genre de beauté qui lui était indifférent, qui ne lui inspirait aucun désir, lui causait même une sorte de répulsion physique, de ces femmes comme tout le monde a les siennes, différentes pour chacun, et qui sont l'opposé du type que nos sens réclament. Pour lui plaire, elle avait un profil trop accusé, la peau trop fragile, les pommettes trop saillantes, les traits trop tirés. Ses yeux étaient beaux, mais si grands qu'ils fléchissaient sous leur propre masse, fatiguaient le reste de son visage et lui donnaient toujours l'air d'avoir mauvaise mine ou d'être de mauvaise humeur. Quelque temps après cette présentation au théâtre, elle lui avait écrit pour lui demander à voir ses collections qui l'intéressaient tant, elle, ignorante, qui avait le goût des jolies choses, disant qu'il lui semblait qu'elle le connaîtrait mieux quand elle l'aurait vu dans son home, où elle l'imaginait si confortable avec son thé et ses livres, quoiqu'elle ne lui eût pas caché sa surprise qu'il habitât ce quartier qui devait être si triste et qui était si peu smart pour lui qu'il était temps. Et après qu'il l'eut laissé venir, en le quittant, elle lui avait dit son regret d'être restée si peu dans cette demeure où elle avait été heureuse de pénétrer, parlant de lui comme s'il avait été pour elle quelque chose de plus que les autres êtres qu'elle connaissait, et semblant établir entre leurs deux personnes une sorte de trait d'union romanesque qui l'avait fait sourire. Mais à l'âge déjà un peu désabusé dont approchait Swann, et où l'on sait se contenter d'être amoureux pour le plaisir de l'être sans trop exiger de réciprocité, ce rapprochement des cœurs, s'il n'est plus comme dans la première jeunesse le but vers lequel tend nécessairement l'amour, lui reste uni en revanche par une association d'idées si forte qu'il peut en devenir la cause s'il se présente avant lui. Autrefois, on rêvait de posséder le cœur de la femme dont on était amoureux. Plus tard, sentir qu'on possède le cœur d'une femme peut suffire à vous en rendre amoureux. Ainsi, à l'âge où il semblerait, comme on cherche surtout dans l'amour un plaisir subjectif, que la part du goût pour la beauté d'une femme devrait y être la plus grande, l'amour peut naître, l'amour le plus physique, sans qu'il y ait eu à sa base un désir préalable. À cette époque de la vie, on a déjà été atteint plusieurs fois par l'amour. Il n'évolue plus seul, suivant ses propres lois inconnues et fatales, devant notre cœur étonné et passif. Nous venons à son aide, nous le faussons par la mémoire, par la suggestion. En reconnaissant un de ces symptômes, nous nous rappelons, nous faisons renaître les autres. Comme nous possédons sa chanson, gravée en nous tout entière, nous n'avons pas besoin qu'une femme nous en dise le début, rempli par l'admiration qu'inspire la beauté, pour en trouver la suite. Et si elle commence au milieu, là où les cœurs se rapprochent, où l'on parle de n'exister plus que l'un pour l'autre, nous avons assez l'habitude de cette musique pour rejoindre tout de suite notre partenaire au passage où elle nous attend. Odette de Crécy retourna voir Swann, puis rapprocha ses visites, et sans doute chacune d'elles renouvelait pour lui la déception qu'il éprouvait à se retrouver devant ce visage dont il avait un peu oublié les particularités dans l'intervalle, et qu'il ne s'était rappelé ni si expressif, ni, malgré sa jeunesse, si fané. Il regrettait, pendant qu'elle causait avec lui, que la grande beauté qu'elle avait ne fût pas du genre de celle qu'il aurait spontanément préférée. Il faut d'ailleurs dire que le visage d'Odette paraissait plus maigre et plus proéminent, parce que le front et le haut des joues,
cette surface unie et plus plane, était recouverte par la masse de cheveux qu'on portait alors prolongés en devant, soulevés en crêpés, répandus en mèches folles le long des oreilles. Et quant à son corps, qui était admirablement fait, il était difficile d'en apercevoir la continuité, à cause des modes de l'époque, et quoiqu'elle fût une des femmes de Paris qui s'habillait le mieux, tant le corsage, s'avançant en saillie comme sur un ventre imaginaire et finissant brusquement en pointe, pendant que par en dessous commençait à s'enfler le ballon des doubles jupes, donnait à la femme l'air d'être composée de pièces différentes, mal emmanchées les unes dans les autres, tant les ruchers, les volants, le gilet suivaient en toute indépendance, selon la fantaisie de leur dessin ou la consistance de leur étoffe, la ligne qui les conduisait aux nœuds, aux bouillons de dentelle, aux effilés de jais perpendiculaires, ou qui les dirigeait le long du busc, mais ne s'attachait nullement à l'être vivant, qui, selon que l'architecture de ses fanfreluches se rapprochait ou s'écartait trop de la sienne, s'y trouvait engoncé ou perdu. Mais quand Odette était partie, Swann souriait en pensant qu'elle lui avait dit combien le temps lui durerait jusqu'à ce qu'il lui permît de revenir. Il se rappelait l'air inquiet, timide, avec lequel elle l'avait une fois prié que ce ne fût pas dans trop longtemps, et les regards qu'elle avait eus à ce moment-là, fixés sur lui en une imploration craintive, et qui la faisaient touchante sous le bouquet de fleurs de pensée artificielles fixé devant son chapeau rond de paille blanche à brides de velours noir. « Et vous, avait-elle dit, vous ne viendriez pas une fois chez moi prendre le thé ?» Il avait allégué des travaux en train, une étude, en réalité abandonnée depuis des années, sur Vermeer de Delft. « Je comprends que je ne peux rien faire, moi, chétive, à côté de grands savants comme vous autres, lui avait-elle répondu. Je serais comme la grenouille devant l'aréopage. Et pourtant, j'aimerais tant m'instruire, savoir, être initiée. Comme cela doit être amusant de bouquiner, de fourrer son nez dans de vieux papiers, avait-elle ajouté avec l'air de contentement de soi-même que prend une femme élégante pour affirmer que sa joie est de se livrer sans crainte de se salir à une besogne malpropre, comme de faire la cuisine en mettant elle-même les mains à la pâte. Vous allez vous moquer de moi, ce peintre qui vous empêche de me voir. Elle voulait parler de Vermeer. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Vit-il encore ? Est-ce qu'on peut voir de ses œuvres à Paris, pour que je puisse me représenter ce que vous aimez, deviner un peu ce qu'il y a sous ce grand front qui travaille tant, dans cette tête qu'on sent toujours en train de réfléchir, me dire « Voilà, c'est à cela qu'il est en train de penser. Ah, quel rêve ce serait d'être mêlé à vos travaux !» Il s'était excusé sur sa peur des amitiés nouvelles, ce qu'il avait appelé, par galanterie, sa peur d'être malheureux. « Vous avez peur d'une affection ? Comme c'est drôle, moi qui ne cherche que cela, qui donnerais ma vie pour en trouver une, » avait-elle dit d'une voix si naturelle, si convaincue qu'il en avait été remué. « Vous avez dû souffrir par une femme, et vous croyez que les autres sont comme elle. Elle n'a pas su vous comprendre. Vous êtes un être si à part. C'est cela que j'ai aimé d'abord en vous. J'ai bien senti que vous n'étiez pas comme tout le monde. Et puis d'ailleurs vous aussi, lui avait-il dit, je sais bien ce que c'est que les femmes. Vous devez avoir des tas d'occupations, être peu libre. Moi, je n'ai jamais rien à faire. Je suis toujours libre. Je le serai toujours pour vous. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, où il pourrait vous être commode de me voir, faites-moi chercher, et je serai trop heureuse d'accourir. Le ferez-vous ? Savez-vous ce qui serait gentil ? Ce serait de vous faire présenter à Madame Verdurin, chez qui je vais tous les soirs. Croyez-vous, si on s'y retrouvait, et si je pensais que c'est un peu pour moi que vous y êtes. Et sans doute, en se rappelant ainsi leurs entretiens, en pensant ainsi à elle quand il était seul, il faisait seulement jouer son image entre beaucoup d'autres images de femmes dans les rêveries romanesques. Mais si, grâce à une circonstance quelconque, ou même peut-être sans que ce fût grâce à elle, la circonstance qui se présente au moment où un état latent jusque-là se déclare, pour pouvant n'avoir influé en rien sur lui,
L'image d'Odette de Crécy venait à absorber toutes ses rêveries. Si celle-ci n'était plus séparable de son souvenir, alors l'imperfection de son corps ne garderait plus aucune importance, ni qu'il eût été, plus ou moins qu'un autre corps, selon le goût de Swann, puisque devenu le corps de celle qu'il aimait, il serait désormais le seul qui fût capable de lui causer des joies et des tourments. Mon grand-père avait précisément connu, ce qu'on aurait pu dire d'aucun de leurs amis actuels, la famille de ces Verdurin. Mais il avait perdu toute relation avec celui qu'il appelait le jeune Verdurin et qu'il considérait un peu en gros comme tombé, tout en gardant de nombreux millions, dans la bohème et la racaille. Un jour, il reçut une lettre de Swann, lui demandant s'il ne pourrait pas le mettre en rapport avec les Verdurin. « À la garde! À la garde !» s'était écrié mon grand-père. « Ça ne m'étonne pas du tout. C'est bien par là que devait finir Swann. Oh ben, joli milieu. D'abord, je ne peux pas faire ce qu'il me demande, parce que je ne connais plus ce monsieur. Et puis, ça doit cacher une histoire de femme. Je ne me mêle pas de ces affaires-là. Ah bien, nous allons avoir de l'agrément si Swann s'affuble des petits Verdurins. » Et sur la réponse négative de mon grand-père, c'est Odette qui avait amené elle-même Swann chez les Verdurin. Les Verdurin avaient eu à dîner, le jour où Swann y fit ses débuts, le docteur et madame Cottard, le jeune pianiste et sa tante, et le peintre qui avait alors leur faveur, auquel s'étaient joints dans la soirée quelques autres fidèles. Le docteur Cottard ne savait jamais d'une façon certaine de quel ton il devait répondre à quelqu'un, si son interlocuteur voulait rire ou était sérieux. Et, à tout hasard, il ajoutait à toutes ces expressions de physionomie l'offre d'un sourire conditionnel et provisoire dont la finesse expectante le disculperait du reproche de naïveté si le propos qu'on lui avait tenu se trouvait avoir été facétieux. Mais, comme pour faire face à l'hypothèse opposée, il n'osait pas laisser ce sourire s'affirmer nettement sur son visage. On y voyait flotter perpétuellement une incertitude, où se lisait la question qu'il n'osait pas poser. « Dites-vous cela pour de bon ?» Il n'était pas plus assuré de la façon dont il devait se comporter dans la rue, et même en général dans la vie, que dans un salon, et on le voyait opposer aux passants, aux voitures, aux événements, un malicieux sourire qui ôtait d'avance à son attitude toute impropriété, puisqu'il prouvait, si elle n'était pas de mise, qu'il le savait bien, et que s'il avait adopté celle-là, c'était par plaisanterie. Sur tous les points, cependant, où une franche question lui semblait permise, le docteur ne se faisait pas faute de s'efforcer de restreindre le champ de ses doutes et de compléter son instruction. C'est ainsi que, sur les conseils qu'une mère prévoyante lui avait donnés quand il avait quitté sa province, il ne laissait jamais passer soit une locution ou un nom propre qui lui était inconnu, sans tâcher de se faire documenter sur eux. Pour les locutions, il était insatiable de renseignements, car, leur supposant parfois un sens plus précis qu'elles n'ont, il eût désiré savoir ce qu'on voulait dire exactement par celle qu'il entendait le plus souvent employer. La beauté du diable, du sang bleu, une vie de bâton de chaise, le quart d'heure de Rabelais, être le prince des élégances, donner carte blanche, être réduit à quia, etc. Et dans quel cas déterminé, il pouvait à son tour les faire figurer dans ses propos. À leur défaut, il plaçait des jeux de mots qu'il avait appris. Quant aux noms de personnes nouveaux qu'on prononçait devant lui, il se contentait seulement de les répéter sur un ton interrogatif qu'il pensait suffisant pour lui valoir des explications qu'il n'aurait pas l'air de demander. Comme le sens critique qu'il croyait exercer sur tout lui faisait complètement défaut, le raffinement de politesse qui consiste à affirmer à quelqu'un qu'on oblige, sans souhaiter d'en être cru, que c'est à lui qu'on a obligation, était peine perdue avec lui. Il prenait tout au pied de la lettre. Quel que fût l'aveuglement de madame Verdurin à son égard, elle avait fini, tout en continuant à le trouver très fin, par être agacée de voir que, quand elle l'invitait dans une avant-scène à entendre Sarah Bernard, lui disant, pour plus de grâce « Oh, vous êtes trop aimable d'être venu, docteur, d'autant plus que je suis sûre
que vous avez déjà souvent entendu, Sarah Bernard. Et puis, nous sommes peut-être trop près de la scène. » Le docteur, qui était entré dans la loge avec un sourire, qui attendait pour se préciser ou pour disparaître que quelqu'un d'autorisé le renseignât sur la valeur du spectacle, lui répondait « En effet, on est beaucoup trop près et on commence à être fatigué de Sarah Bernard. Mais vous m'avez exprimé le désir que je vienne. Pour moi, vos désirs sont des ordres. Je suis trop heureux de vous rendre ce petit service. Que ne ferait-on pas pour vous être agréable? Vous êtes si bonne. » Et il ajoutait « Sarah Bernard, c'est bien la voix d'or, n'est-ce pas? On écrit souvent aussi qu'elle brûle les planches. C'est une expression bizarre, n'est-ce pas? » Dans l'espoir de commentaires qui ne venaient point. « Tu sais, avait dit madame Verdurin à son mari, je crois que nous faisons fausse route quand, par modestie, nous dépressions ce que nous offrons au docteur. C'est un savant qui vit en dehors de l'existence pratique. Il ne connaît pas par lui-même la valeur des choses, et il s'en rapporte à ce que nous lui en disons. » « Je n'avais pas osé te le dire, mais je l'avais remarqué, » répondit M. Verdurin. Et au jour de l'an suivant, au lieu d'envoyer au docteur Cottard un rubis de 3000 francs en lui disant que c'était bien peu de choses, M. Verdurin acheta pour 300 francs une pierre reconstituée, en laissant entendre qu'on pouvait difficilement en avoir d'aussi belle. Quand Mme Verdurin avait annoncé qu'on aurait dans la soirée M. Swann... « Swann !» s'était écrié le docteur d'un accent rendu brutal par la surprise, car la moindre nouvelle prenait toujours plus au dépourvu que quiconque cet homme qui se croyait perpétuellement préparé à tout. Et voyant qu'on ne lui répondait pas, « Swann, qui ça, Swann ?» hurla-t-il au comble d'une anxiété qui se détendit soudain quand Mme Verdurin eut dit « Mais l'ami dont Odette nous avait parlé. »« Ah, bon, ça va bien, » répondit le docteur apaisé. Quant au peintre, il se réjouissait de l'introduction de Swann chez madame Verdurin, parce qu'il le supposait amoureux d'Odette, et qu'il aimait à favoriser les liaisons. « Rien ne m'amuse comme de faire des mariages, » confia-t-il dans l'oreille au docteur Cottard. « J'en ai déjà réussi beaucoup, même entre femmes. » En disant aux Verdurin que Swann était très « smart », Odette leur avait fait craindre un ennuyeux. Il leur fit au contraire une excellente impression, dont, à leur insu, sa fréquentation dans la société élégante était une des causes indirectes. Il avait en effet sur les hommes, même intelligents, qui ne sont jamais allés dans le monde, une des supériorités de ceux qui y ont un peu vécu, qui est de ne plus le transfigurer par le désir ou par l'horreur qu'il inspire à l'imagination, de le considérer comme sans aucune importance. Leur amabilité, séparée de tout snobisme et de la peur de paraître trop aimable, devenue indépendante, a cette aisance, cette grâce des mouvements de ceux dont les membres assouplis exécutent exactement ce qu'ils veulent, sans participation indiscrète et maladroite du reste du corps. La simple gymnastique élémentaire de l'homme du monde, tendant la main avec bonne grâce au jeune homme inconnu qu'on lui présente et s'inclinant avec réserve devant l'ambassadeur à qui on le présente, avait fini par passer, sans qu'il en fût conscient, dans toute l'attitude sociale de Swann, qui, vis-à-vis de gens d'un milieu inférieur au sien, comme étaient les Verdurin et leurs amis, fit instinctivement montre d'un empressement, se livra à des avances dont, selon eux, un ennuyeux se fût abstenu. Il n'eut un moment de froideur qu'avec le docteur Cottard. En le voyant lui cligner de l'œil et lui sourire d'un air ambigu avant qu'ils se fussent encore parlé, mimique que Cottard appelait « laisser venir », Swann crut que le docteur le connaissait sans doute pour s'être trouvé avec lui en quelque lieu de plaisir, bien que lui-même y allât pourtant fort peu, n'ayant jamais vécu dans le monde de la noce. Trouvant l'allusion de mauvais goût, surtout en présence d'Odette, qui pourrait en prendre une mauvaise idée de lui, il affecta un air glacial. Mais quand il apprit qu'une dame qui se trouvait près de lui était madame Cottard, il pensa qu'un mari aussi jeune n'aurait pas cherché à faire allusion devant sa femme à des divertissements de ce genre, et il cessa de donner à l'air entendu du docteur la signification qu'il redoutait.
Le peintre invita tout de suite Swann à venir avec Odette à son atelier. Swann le trouva gentil. « Peut-être qu'on vous favorisera plus que moi, » dit madame Verdurin sur un ton qui feignait d'être piqué, « et qu'on vous montrera le portrait de Cottard. » Elle l'avait commandé au peintre. « Pensez bien, monsieur Biche, rappela-t-elle au peintre, à qui c'était une plaisanterie consacrée de dire monsieur, à rendre le joli regard, le petit côté fin, amusant de l'œil. Vous savez que ce que je veux surtout avoir, c'est son sourire. Ce que je vous ai demandé, c'est le portrait de son sourire. » Et comme cette expression lui sembla remarquable, elle la répéta très haut pour être sûre que plusieurs invités l'eussent entendue, et même, sous un prétexte vague, en fit d'abord rapprocher quelques-uns. Swann demanda à faire la connaissance de tout le monde, même d'un vieil ami des Verdurins, Sagnette, à qui sa timidité, sa simplicité et son bon cœur avaient fait perdre partout la considération que lui avait valu sa science d'archiviste, sa grosse fortune et la famille distinguée dont il sortait. Il avait dans la bouche, en parlant, une bouillie qui était adorable, parce qu'on sentait qu'elle trahissait moins un défaut de la langue qu'une qualité de l'âme, comme un reste de l'innocence du premier âge qu'il n'avait jamais perdu. Toutes les consonnes qu'il ne pouvait prononcer figuraient comme autant de dureté dont il était incapable. En demandant à être présenté à monsieur Sagnette, Swann fit à madame Verdurin l'effet de renverser les rôles, au point qu'en réponse, elle dit en insistant sur la différence. « Monsieur Swann, voudriez-vous avoir la bonté de me permettre de vous présenter notre ami Sagnette ?» Mais excita chez Sagnette une sympathie ardente, que d'ailleurs les Verdurins ne révélèrent jamais à Swann, car Sagnette les agaçait un peu, et il ne tenait pas à lui faire des amis. Mais, en revanche, Swann les toucha infiniment en croyant devoir demander tout de suite à faire la connaissance de la tante du pianiste. En robe noire, comme toujours, parce qu'elle croyait qu'en noir on est toujours bien et que c'est ce qu'il y a de plus distingué, elle avait le visage excessivement rouge, comme chaque fois qu'elle venait de manger. Elle s'inclina devant Swann avec respect, mais se redressa avec majesté. Comme elle n'avait aucune instruction et avait peur de faire des fautes de français, elle prononçait exprès d'une manière confuse, pensant que si elle lâchait un cuir, il serait estompé d'un tel vague qu'on ne pourrait le distinguer avec certitude, de sorte que sa conversation n'était qu'un graillonnement indistinct duquel émergeaient de temps à autre les rares vocables dont elle se sentait sûre. Swann crut pouvoir se moquer légèrement d'elle en parlant à M. Verdurin, lequel, au contraire, fut piqué. « C'est une si excellente femme !» répondit-il. « Je vous accorde qu'elle n'est pas étourdissante, mais je vous assure qu'elle est agréable quand on cause seul avec elle. »« Oh, je n'en doute pas !» s'empressa de concéder Swann. « Je voulais dire qu'elle ne me semblait pas éminente, » ajouta-t-il en détachant cet adjectif. « Et en somme, c'est plutôt un compliment. »« Tenez, » dit M. Verdurin, « je vais vous étonner. Elle écrit d'une manière charmante. Vous n'avez jamais entendu son neveu ? C'est admirable, n'est-ce pas, docteur ? Voulez-vous que je lui demande de jouer quelque chose, monsieur Swann ? Mais ce sera un bonheur, commençait à répondre Swann, quand le docteur l'interrompit d'un air moqueur. En effet, ayant retenu que dans la conversation, l'emphase, l'emploi de formes solennelles étaient surannés, dès qu'il entendait un mot grave dit sérieusement, comme venait de l'être le mot « bonheur », il croyait que celui qui l'avait prononcé venait de se montrer prud'homesque. Et si, de plus, ce mot se trouvait figuré par hasard dans ce qu'il appelait un vieux cliché, si courant que ce mot fût d'ailleurs, le docteur supposait que la phrase commençait était ridicule et la terminait ironiquement par le lieu commun qu'il semblait accuser son interlocuteur d'avoir voulu placer, alors que celui-ci n'y avait jamais pensé. « Un bonheur pour la France !» s'écria-t-il malicieusement en levant les bras avec emphase. Monsieur Verdurin ne put s'empêcher de rire. « Qu'est-ce qu'ils ont à rire, toutes ces bonnes gens-là ? On a l'air de ne pas engendrer la mélancolie dans votre petit coin là-bas, » s'écria madame Verdurin. « Si vous croyez que je m'amuse, moi, à rester toute seule en pénitence, ajouta-t-elle sur un ton dépité en faisant l'enfant.
Madame Verdurin était assise sur un haut siège suédois en sapin ciré qu'un violoniste de ce pays lui avait donné, et qu'elle conservait, quoiqu'il rappelât la forme d'un escabeau et jurât avec les beaux meubles anciens qu'elle avait, mais elle tenait à garder en évidence les cadeaux que les fidèles avaient l'habitude de lui faire de temps en temps, afin que les donateurs eussent le plaisir de les reconnaître quand ils venaient. Aussi tâchait-elle de persuader qu'on s'en tint aux fleurs et aux bonbons, qui, du moins, se détruisent. Mais elle n'y réussissait pas, et c'était chez elle une collection de chauffe-pieds, de coussins, de pendules, de paravents, de baromètres, de potiches, dans une accumulation de redites et un disparate d'étrennes. De ce poste élevé, elle participait avec entrain à la conversation des fidèles, et s'égayait de leur fumisterie. Mais depuis l'accident qui était arrivé à sa mâchoire, elle avait renoncé à prendre la peine de pouffer effectivement, et se livrait à la place à une mimique conventionnelle qui signifiait, sans fatigue ni risque pour elle, qu'elle riait aux larmes. Au moindre mot que lâchait un habitué contre un ennuyeux, ou contre un ancien habitué rejeté au camp des ennuyeux, et, pour le plus grand désespoir de M. Verdurin, qui avait eu longtemps la prétention d'être aussi aimable que sa femme, mais qui, riant pour de bon, s'essoufflait vite, et avait été distancé et vaincu par cette ruse d'une incessante et fictive hilarité, elle poussait un petit cri, fermait entièrement ses yeux d'oiseau qu'une taie commençait à voiler, et brusquement, comme si elle n'eût eu que le temps de cacher un spectacle indécent ou de parer à un accès mortel, plongeant sa figure dans ses mains qui la recouvraient et n'en laissaient plus rien voir, elle avait l'air de s'efforcer de réprimer, d'anéantir un rire qui, si elle s'y fût abandonnée, l'eût conduite à l'évanouissement. Telle, étourdie par la gaieté des fidèles, ivre de camaraderie, de médisance et d'assentiment, Madame Verdurin, juchée sur son perchoir, pareille à un oiseau dont on eût trempé le colifichet dans du vin chaud, sanglotait d'amabilité. Cependant, M. Verdurin, après avoir demandé à Swann la permission d'allumer sa pipe, « Ici, on ne se gêne pas, on est entre camarades », priait le jeune artiste de se mettre au piano. « Allons, voyons, ne l'ennuie pas, il n'est pas ici pour être tourmenté » s'écria Madame Verdurin. « Je ne veux pas qu'on le tourmente, moi. » « Mais pourquoi veux-tu que ça l'ennuie » dit M. Verdurin. « Monsieur Swann ne connaît peut-être pas la sonate en fa dièse que nous avons découverte. Il va nous jouer l'arrangement pour piano. »« Ah non, non, pas ma sonate !» cria Madame Verdurin. « Je n'ai pas envie, à force de pleurer, de me ficher un rhume de cerveau avec névralgie faciale, comme la dernière fois. Merci du cadeau, je ne tiens pas à recommencer. Vous êtes bons, vous autres, on voit bien que ce n'est pas vous qui garderez le lit 8 jours. » Cette petite scène, qui se renouvelait chaque fois que le pianiste allait jouer, enchantait les amis aussi bien que si elle avait été nouvelle, comme une preuve de la séduisante originalité de la patronne et de sa sensibilité musicale. Ceux qui étaient près d'elle faisaient signe à ceux qui plus loin fumaient ou jouaient aux cartes de se rapprocher, qu'il se passait quelque chose, leur disant, comme on fait au Reichstag dans les moments intéressants, « Écoutez, écoutez !» Et le lendemain, on donnait des regrets à ceux qui n'avaient pas pu venir en leur disant que la scène avait été encore plus amusante que d'habitude. « Eh bien, voyons, c'est entendu, dit M. Verdurin. Il ne jouera que l'andante. »« Que l'andante, comme tu y vas !» s'écria Madame Verdurin. « C'est justement l'andante qui me casse bras et jambes. Il est vraiment superbe, le patron. C'est comme si, dans la 9e, il disait « Nous n'entendrons que le final » ou dans les maîtres « que l'ouverture ». Le docteur, cependant, poussait Madame Verdurin à laisser jouer le pianiste. Non pas qu'il crût fin les troubles que la musique lui donnait, il y reconnaissait certains états neurasthéniques, mais par cette habitude qu'ont beaucoup de médecins de faire fléchir immédiatement la sévérité de leurs prescriptions dès qu'est en jeu, chose qui leur semble beaucoup plus importante, quelque réunion mondaine dont ils font partie, et dont la personne à qui ils conseillent d'oublier pour une fois sa dyspepsie ou sa grippe est un des facteurs essentiels. « Vous ne serez pas malade cette fois-ci, vous verrez », dit-il en cherchant à la suggestionner du regard. « Et si vous êtes malade, nous vous soignerons. » « Bien vrai !»
répondit madame Verdurin, comme si, devant l'espérance d'une telle faveur, il n'y avait plus qu'à capituler. Peut-être aussi, à force de dire qu'elle serait malade, y avait-il des moments où elle ne se rappelait plus que c'était un mensonge et prenait une âme de malade. Or, ceux-ci, fatigués d'être toujours obligés de faire dépendre de leur sagesse la rareté de leurs accès, aiment se laisser aller à croire qu'ils pourront faire impunément tout ce qui leur plaît et leur fait mal d'habitude, à condition de se remettre entre les mains d'un être puissant, qui, sans qu'ils aient aucune peine à prendre, d'un mot ou d'une pilule, les remettra sur pied. Odette était allée s'asseoir sur un canapé de tapisserie qui était près du piano. « Vous savez, j'ai ma petite place, dit-elle à madame Verdurin. Celle-ci, voyant Swann sur une chaise, le fit lever. « Vous n'êtes pas bien là, allez donc vous mettre à côté d'Odette, n'est-ce pas Odette? Vous ferez bien une place à monsieur Swann. »« Quel joli Beauvais, dit avant de s'asseoir Swann, qui cherchait à être aimable. « Ah, je suis contente que vous appréciez mon canapé, répondit madame Verdurin. Et je vous préviens que si vous voulez en voir d'aussi beaux, vous pouvez y renoncer tout de suite. Jamais ils n'ont rien fait de pareil. Les petites chaises aussi sont des merveilles. Tout à l'heure, vous regarderez cela. Chaque bronze correspond comme attribut au petit sujet du siège. Vous savez, vous avez de quoi vous amuser si vous voulez regarder cela. Je vous promets un bon moment. Rien que les petites frises des bordures. Tenez, là, la petite vigne sur fond rouge de l'ours et les raisins. Est-ce dessiné? Qu'est-ce que vous en dites? Je crois qu'il le savait plutôt, dessiner. Est-elle assez appétissante, cette vigne? Mon mari prétend que je n'aime pas les fruits parce que j'en mange moins que lui. Mais non, je suis plus gourmande que vous tous, mais je n'ai pas besoin de me les mettre dans la bouche puisque je jouis par les yeux. Mais qu'est-ce que vous avez tous à rire? Demandez au docteur, il vous dira que ces raisins-là me purgent. D'autres font des cures de Fontainebleau. Moi, je fais ma petite cure de Beauvais. Mais, monsieur Swann, vous ne partirez pas sans avoir touché les petits bronzes des dossiers. Est-ce assez doux comme patine? Mais non, à pleine main, touchez-les bien. Ah, si madame Verdurin commence à peloter les bronzes, nous n'entendrons pas de musique ce soir, dit le peintre. Taisez-vous, vous êtes un vilain. Au fond, dit-elle en se tournant vers Swann, on nous défend, à nous autres femmes, des choses moins voluptueuses que cela, mais il n'y a pas une chair comparable à cela. Quand monsieur Verdurin me faisait l'honneur d'être jaloux de moi, allons, sois poli, au moins ne dis pas que tu ne l'as jamais été. Mais je ne dis absolument rien. Voyons, docteur, je vous prends un témoin, est-ce que j'ai dit quelque chose? Swann palpait les bronzes par politesse et n'osait pas cesser tout de suite. Allons, vous les caresserez plus tard. Maintenant, c'est vous qu'on va caresser dans l'oreille. Vous aimez cela, je pense. Voilà un petit jeune homme qui va s'en charger. Or, quand le pianiste eut joué, Swann fut plus aimable encore avec lui qu'avec les autres personnes qui se trouvaient là. Voici pourquoi. L'année précédente, dans une soirée, il avait entendu une œuvre musicale exécutée au piano et au violon. D'abord, il n'avait goûté que la qualité matérielle des sons sécrétés par les instruments, et ça avait déjà été un grand plaisir quand, au-dessous de la petite ligne du violon, mince, résistante, dense et directrice, il avait vu tout d'un coup chercher à s'élever en un clapotement liquide la masse de la partie de piano, multiforme, indivise, plane et entrechoquée, comme la mauve agitation des flots que charme et bémolise le clair de lune. Mais à un moment donné, sans pouvoir nettement distinguer un contour, donner un nom à ce qui lui plaisait, charmé tout d'un coup, il avait cherché à recueillir la phrase ou l'harmonie, il ne savait lui-même, qui passait et qui lui avait ouvert plus largement l'âme, comme certaines odeurs de roses circulant dans l'air humide du soir ont la propriété de dilater nos narines. Peut-être est-ce parce qu'il ne savait pas la musique qu'il avait pu éprouver une impression aussi confuse, une de ces impressions qui sont peut-être pourtant les seules purement musicales, inétendues, entièrement originales,
irréductible à tout autre ordre d'impression. Une impression de ce genre, pendant un instant, est, pour ainsi dire, sine materia. Sans doute les notes que nous entendons alors tendent déjà, selon leur hauteur et leur quantité, à couvrir devant nos yeux des surfaces de dimensions variées, à tracer des arabesques, à nous donner des sensations de largeur, de ténuité, de stabilité, de caprice. Mais les notes sont évanouies avant que ces sensations soient assez formées en nous pour ne pas être submergées par celles qu'éveillent déjà les notes suivantes ou même simultanées. Et cette impression continuerait à envelopper de sa liquidité et de son fondu les motifs qui par instant en émergent, à peine discernables pour plonger aussitôt et disparaître, connus seulement par le plaisir particulier qu'ils donnent, impossible à décrire, à se rappeler, à nommer, ineffable. Si la mémoire, comme un ouvrier qui travaille à établir des fondations durables au milieu des flots, en fabriquant pour nous des fac-similés de ces phrases fugitives, ne nous permettait de les comparer à celles qui leur succèdent et de les différencier. Ainsi, à peine la sensation délicieuse que Swann avait ressentie était-elle expirée, que sa mémoire lui en avait fourni, séance tenante, une transcription sommaire et provisoire, mais sur laquelle il avait jeté les yeux tandis que le morceau continuait, si bien que, quand la même impression était tout d'un coup revenue, elle n'était déjà plus insaisissable. Il s'en représentait l'étendue, les groupements symétriques, la graphie, la valeur expressive. Il avait devant lui cette chose qui n'est plus de la musique pure, qui est du dessin, de l'architecture, de la pensée, et qui permet de se rappeler la musique. Cette fois, il avait distingué nettement une phrase, s'élevant pendant quelques instants au-dessus des ondes sonores. Elle lui avait proposé aussitôt des voluptés particulières, dont il n'avait jamais eu l'idée avant de l'entendre, dont il sentait que rien autre qu'elle ne pourrait les lui faire connaître, et il avait éprouvé pour elle comme un amour inconnu. D'un rythme lent, elle le dirigeait, ici d'abord, puis là, puis ailleurs, vers un bonheur noble, inintelligible et précis. Et tout d'un coup, au point où elle était arrivée et d'où il se préparait à la suivre, après une pause d'un instant, brusquement, elle changeait de direction, et d'un mouvement nouveau, plus rapide, menu, mélancolique, incessant et doux, elle l'entraînait avec elle vers des perspectives inconnues. Puis elle disparut. Il souhaita passionnément la revoir une troisième fois, et elle reparut en effet, mais sans lui parler plus clairement, en lui causant même une volupté moins profonde. Mais rentré chez lui, il eut besoin d'elle. Il était comme un homme dans la vie de qui une passante qu'il a aperçue un moment vient de faire entrer l'image d'une beauté nouvelle, qui donne à sa propre sensibilité une valeur plus grande, sans qu'il sache seulement s'il pourra revoir jamais celle qu'il aime déjà et dont il ignore jusqu'au nom. Même cet amour pour une phrase musicale sembla un instant devoir amorcer chez Swann la possibilité d'une sorte de rajeunissement. Depuis si longtemps, il avait renoncé à appliquer sa vie à un but idéal et la bornait à la poursuite de satisfactions quotidiennes, qu'il croyait, sans jamais se le dire formellement, que cela ne changerait plus jusqu'à sa mort, bien plus. Ne se sentant plus d'idées élevées dans l'esprit, il avait cessé de croire à leur réalité, sans pouvoir non plus la nier tout à fait. Aussi avait-il pris l'habitude de se réfugier dans des pensées sans importance et qui lui permettaient de laisser de côté le fond des choses. De même qu'il ne se demandait pas s'il n'eût pas mieux fait de ne pas aller dans le monde, mais en revanche savait avec certitude que s'il avait accepté une invitation, il devait s'y rendre, et que s'il ne faisait pas de visite après, il lui fallait laisser des cartes. De même, dans sa conversation, il s'efforçait de ne jamais exprimer avec cœur une opinion intime sur les choses, mais de fournir des détails matériels qui valaient en quelque sorte par eux-mêmes et lui permettaient de ne pas donner sa mesure. Il était extrêmement précis pour une recette de cuisine, pour la date de la naissance ou de la mort d'un peintre, pour la nomenclature de ses œuvres.
Parfois, malgré tout, il se laissait aller à émettre un jugement sur une œuvre, sur une manière de comprendre la vie, mais il donnait alors à ses paroles un ton ironique, comme s'il n'adhérait pas tout entier à ce qu'il disait. Or, comme certains valétudinaires chez qui, tout d'un coup, un pays où ils sont arrivés, un régime différent, quelquefois une évolution organique, spontanée et mystérieuse, semblent amener une telle régression de leur mal qu'ils commencent à envisager la possibilité inespérée de commencer sur le tard une vie toute différente, Swann trouvait en lui, dans le souvenir de la phrase qu'il avait entendue, dans certaines sonates qu'il s'était fait jouer pour voir s'il ne les découvrirait pas, la présence d'une de ces réalités invisibles auxquelles il avait cessé de croire et auxquelles, comme si la musique avait eu sur la sécheresse morale dont il souffrait une sorte d'influence élective, il se sentait de nouveau le désir et presque la force de consacrer sa vie. Mais n'étant pas arrivé à savoir de qui était l'œuvre qu'il avait entendue, il n'avait pu se la procurer et avait fini par l'oublier. Il avait bien rencontré dans la semaine quelques personnes qui se trouvaient comme lui à cette soirée et les avait interrogées, mais plusieurs étaient arrivées après la musique ou parties avant. Certaines pourtant étaient là pendant qu'on l'exécutait, mais étaient allées se causer dans un autre salon et d'autres, restées à écouter, n'avaient pas entendu plus que les premières. Quant au maître de maison, il savait que c'était une œuvre nouvelle que les artistes qu'ils avaient engagés avaient demandé à jouer. Ceux-ci étant partis en tournée, Swann ne put en savoir davantage. Il avait bien des amis musiciens, mais tout en se rappelant le plaisir spécial et intraduisible que lui avait fait la phrase, en voyant devant ses yeux les formes qu'elle dessinait, il était pourtant incapable de la leur chanter. Puis il cessa d'y penser. Or, quelques minutes à peine après que le petit pianiste avait commencé de jouer chez madame Verdurin, tout d'un coup, après une note longuement tendue pendant 2 mesures, il vit approcher, s'échappant dessous cette sonorité prolongée et tendue comme un rideau sonore pour cacher le mystère de son incubation, il reconnut, secrète, bruissante et divisée, la phrase aérienne et odorante qu'il aimait. Et elle était si particulière, elle avait un charme si individuel et qu'aucun autre n'aurait pu remplacer, que ce fut pour Swann comme s'il eût rencontré dans un salon ami une personne qu'il avait admirée dans la rue et désespérait de jamais retrouver. À la fin, elle s'éloigna, indicatrice, diligente parmi les ramifications de son parfum, laissant sur le visage de Swann le reflet de son sourire. Mais maintenant, il pouvait demander le nom de son inconnu. On lui dit que c'était l'andante de la sonate pour piano et violon de Vinteuil. Il la tenait. Il pourrait la voir chez lui aussi souvent qu'il voudrait, essayer d'apprendre son langage et son secret. Aussi, quand le pianiste eut fini, Swann s'approcha-t-il de lui pour lui exprimer une reconnaissance dont la vivacité plut beaucoup à madame Verdurin. « Quel charmeur, n'est-ce pas ?» dit-elle à Swann. « La comprend-il assez, sa sonate, le petit misérable ? Vous ne saviez pas que le piano pouvait atteindre à ça. C'est tout excepté du piano, ma parole. Chaque fois, j'y suis reprise. Je crois entendre un orchestre. C'est même plus beau que l'orchestre, plus complet. » Le jeune pianiste s'inclina et, souriant, soulignant les mots comme s'il avait fait un trait d'esprit, « Vous êtes très indulgente pour moi, dit-il. » Et tandis que madame Verdurin disait à son mari « Allons, donne-lui de l'orangeade, il l'a bien mérité », Swann racontait à Odette comment il avait été amoureux de cette petite phrase. Quand madame Verdurin, ayant dit d'un peu loin « Eh bien, il me semble qu'on est en train de vous dire de belles choses, Odette », elle répondit « Oui, de très belles choses. » Swann trouva délicieuse sa simplicité. Cependant, il demandait des renseignements sur Vinteuil, sur son œuvre, sur l'époque de sa vie où il avait composé cette sonate, sur ce qu'avait pu signifier pour lui la petite phrase. C'est cela surtout qu'il aurait voulu savoir.
Mais tous ces gens qui faisaient profession d'admirer ce musicien, quand Swann avait dit que sa sonate était vraiment belle, Madame Verdurin s'était écriée: « Je vous crois un peu qu'elle est belle, mais on n'avoue pas qu'on ne connaît pas la sonate de Vinteuil, on n'a pas le droit de ne pas la connaître. » Et le peintre avait ajouté: « Ah, c'est tout à fait une très grande machine, n'est-ce pas? Ce n'est pas, si vous voulez, la chose chère et publique, n'est-ce pas? Mais c'est la très grosse impression pour les artistes. » Ces gens semblaient ne s'être jamais posé ces questions, car ils furent incapables d'y répondre. Même à une ou deux remarques particulières que fit Swann sur sa phrase préférée. « Tiens, c'est amusant, je n'avais jamais fait attention. Je vous dirais que je n'aime pas beaucoup chercher la petite bête et m'égarer dans des pointes d'aiguille. On ne perd pas son temps à couper les cheveux en quatre ici. Ce n'est pas le genre de la maison, » répondit Madame Verdurin, que le docteur Cottard regardait avec une admiration béate et un zèle studieux se jouer au milieu de ce flot d'expressions toutes faites. D'ailleurs, lui et Madame Cottard, avec une sorte de bon sens comme en ont aussi certaines gens du peuple, se gardaient bien de donner une opinion ou de feindre l'admiration pour une musique qu'ils s'avouaient l'un à l'autre, une fois rentrés chez eux, ne pas plus comprendre que la peinture de Monsieur Biche. Comme le public ne connaît du charme, de la grâce, des formes de la nature que ce qu'il en a puisé dans les poncifs d'un art lentement assimilé, et qu'un artiste original commence par rejeter ses poncifs, Monsieur et Madame Cottard, image en cela du public, ne trouvaient ni dans la sonate de Vinteuil ni dans les portraits du peintre ce qui faisait pour eux l'harmonie de la musique et la beauté de la peinture. Il leur semblait, quand le pianiste jouait la sonate, qu'il accrochait au hasard sur le piano des notes que ne reliaient pas, en effet, les formes auxquelles ils étaient habitués, et que le peintre jetait au hasard des couleurs sur ses toiles. Quand, dans celle-ci, il pouvait reconnaître une forme, il la trouvait alourdie et vulgarisée, c'est-à-dire dépourvue de l'élégance de l'école de peinture à travers laquelle il voyait dans la rue même les êtres vivants, et sans vérité, comme si Monsieur Biche n'eût pas su comment était construite une épaule, et que les femmes n'ont pas les cheveux mauves. Pourtant, les fidèles s'étant dispersés, le docteur sentit qu'il y avait là une occasion propice. Et pendant que Madame Verdurin disait un dernier mot sur la sonate de Vinteuil, comme un nageur débutant qui se jette à l'eau pour apprendre, mais choisit un moment où il n'y a pas trop de monde pour le voir, « Alors, c'est ce qu'on appelle un musicien dit primo cartello » s'écria-t-il avec une brusque résolution. Swann apprit seulement que l'apparition récente de la sonate de Vinteuil avait produit une grande impression dans une école de tendance très avancée, mais était entièrement inconnue du grand public. « Je connais bien quelqu'un qui s'appelle Vinteuil, » dit Swann, en pensant au professeur de piano des sœurs de ma grand-mère. « C'est peut-être lui !» s'écria Madame Verdurin. « Oh non !» répondit Swann en riant. « Si vous l'aviez vu 2 minutes, vous ne vous poseriez pas la question. »« Alors, poser la question, c'est la résoudre !» dit le docteur. « Mais ce pourrait être un parent, » reprit Swann. « Cela serait assez triste, mais enfin un homme de génie peut être le cousin d'une vieille bête. Si cela était, j'avoue qu'il n'y a pas de supplice que je ne m'imposerais pour que la vieille bête me présentât à l'auteur de la sonate. D'abord, le supplice de fréquenter la vieille bête, ce qui doit être affreux. » Le peintre savait que Vinteuil était à ce moment très malade et que le docteur Potain craignait de ne pouvoir le sauver. « Comment ?» s'écria Madame Verdurin. « Il y a encore des gens qui se font soigner par Potain ?»« Ah, Madame Verdurin, dit Cottard sur un ton de marivaudage, vous oubliez que vous parlez d'un de mes confrères. Je devrais dire un de mes maîtres. » Le peintre avait entendu dire que Vinteuil était menacé d'aliénation mentale, et il assurait qu'on pouvait s'en apercevoir à certains passages de sa sonate. Swann ne trouva pas cette remarque absurde, mais elle le troubla, car une œuvre de musique pure
ne contenant aucun des rapports logiques dont l'altération dans le langage dénonce la folie reconnue dans une sonate lui paraissait quelque chose d'aussi mystérieux que la folie d'une chienne, la folie d'un cheval, qui pourtant s'observent en effet. Laissez-moi donc tranquille avec vos maîtres, vous en savez 10 fois autant que lui, répondit madame Verdurin au docteur Cottard, du ton d'une personne qui a le courage de ses opinions et tient bravement tête à ceux qui ne sont pas du même avis qu'elle. Vous ne tuez pas vos malades, vous, au moins. Mais, madame, il est de l'Académie, répliqua le docteur d'un ton ironique. Si un malade préfère mourir de la main d'un des princes de la science, c'est beaucoup plus chic de pouvoir dire « c'est Potin qui me soigne ». Ah, c'est plus chic, dit madame Verdurin. Alors, il y a du chic dans les maladies maintenant. Je ne savais pas ça. Ce que vous m'amusez, s'écria-t-elle tout à coup en plongeant sa figure dans ses mains. Et moi, bonne bête qui discutais sérieusement sans m'apercevoir que vous me faisiez monter à l'arbre. Quant à M. Verdurin, trouvant que c'était un peu fatigant de se mettre à rire pour si peu, il se contenta de tirer une bouffée de sa pipe en songeant avec tristesse qu'il ne pouvait plus rattraper sa femme sur le terrain de l'amabilité. « Vous savez que votre ami nous plaît beaucoup, » dit madame Verdurin à Odette au moment où celle-ci lui souhaitait le bonsoir. « Il est simple, charmant. Si vous n'avez jamais à nous présenter que des amis comme cela, vous pouvez les amener. » Monsieur Verdurin fit remarquer que pourtant Swann n'avait pas apprécié l'attente du pianiste. « Il s'est senti un peu dépaysé, cet homme, » répondit madame Verdurin. « Tu ne voudrais pourtant pas que, la première fois, il ait déjà le ton de la maison, comme Cottard, qui fait partie de notre petit clan depuis plusieurs années. La première fois ne compte pas. C'était utile pour prendre langue. Odette, il est convenu qu'il viendra nous retrouver demain au Châtelet. Si vous alliez le prendre. »« Mais non, il ne veut pas. »« Ah, enfin, comme vous voudrez. Pourvu qu'il n'aille pas lâcher au dernier moment. » À la grande surprise de madame Verdurin, il ne lâcha jamais. Il allait les rejoindre n'importe où, quelquefois dans les restaurants de banlieue où on allait peu encore, car ce n'était pas la saison, plus souvent au théâtre, que madame Verdurin aimait beaucoup, et comme un jour, chez elle, elle dit devant lui que pour les soirs de première, de gala, un coupe-fil leur eût été fort utile, que cela les avait beaucoup gênés de ne pas en avoir le jour de l'enterrement de Gambetta, Swann, qui ne parlait jamais de ses relations brillantes, mais seulement de celles mal cotées qu'il eût jugé peu délicat de cacher, et au nombre desquelles il avait pris, dans le faubourg Saint-Germain, l'habitude de ranger les relations avec le monde officiel, répondit « Je vous promets de m'en occuper. Vous l'aurez à temps pour la reprise des Danitchev. Je déjeune justement demain avec le préfet de police à l'Élysée. »« Comment ça, à l'Élysée ?» cria le docteur Cottard d'une voix tonnante. « Oui, chez monsieur Grévy, » répondit Swann, un peu gêné de l'effet que sa phrase avait produit. Et le peintre dit au docteur en manière de plaisanterie « Ça vous prend souvent ?» Généralement, une fois l'explication donnée, Cottard disait « Ah bon, ça va bien » et ne montrait plus trace d'émotion. Mais cette fois-ci, les derniers mots de Swann, au lieu de lui procurer l'apaisement habituel, portèrent au comble son étonnement. Qu'un homme avec qui il dînait, qui n'avait ni fonctions officielles, ni illustration d'aucune sorte, frayât avec le chef de l'État. « Comment ça, monsieur Grévy ? Vous connaissez monsieur Grévy ?» dit-il à Swann, de l'air stupide et incrédule d'un municipal à qui un inconnu demande à voir le président de la République et qui, comprenant par ces mots à qui il a affaire, comme disent les journaux, assure au pauvre dément qu'il va être reçu à l'instant et le dirige sur l'infirmerie spéciale du dépôt. « Je le connais un peu, nous avons des amis communs. » Il n'osa pas dire que c'était le prince de Galles. Du reste, il invite très facilement, et je vous assure que ses déjeuners n'ont rien d'amusant. Ils sont d'ailleurs très simples. On n'est jamais plus de 8 à table, répondit Swann, qui tâchait d'effacer ce que semblait avoir de trop éclatant aux yeux de son interlocuteur des relations avec le président de la République. Aussitôt, Cottard, s'en remportant aux paroles de Swann, adopta cette opinion au sujet de la valeur d'une invitation chez M. Grévy, que c'était chose fort peu recherchée et qui courait les rues.
Dès lors, il ne s'étonna plus que Swann, aussi bien qu'un autre, fréquentât l'Élysée, et même il le plaignait un peu d'aller à des déjeuners que l'invité avouait lui-même être ennuyeux. « Ah, bien, bien, ça va bien !» dit-il sur le ton d'un douanier, méfiant tout à l'heure, mais qui, après vos explications, vous donne son visa et vous laisse passer sans ouvrir vos malles. « Ah, je vous crois qu'ils ne doivent pas être amusants, ces déjeuners. Vous avez de la vertu d'y aller, dit madame Verdurin, à qui le président de la République apparaissait comme un ennuyeux particulièrement redoutable, parce qu'il disposait de moyens de séduction et de contrainte qui, employés à l'égard des fidèles, eussent été capables de les faire lâcher. « Il paraît qu'il est sourd comme un pot et qu'il mange avec ses doigts. » « En effet, alors cela ne doit pas beaucoup vous amuser d'y aller, » dit le docteur avec une nuance de commisération, et, se rappelant le chiffre de 8 convives. « Sont-ce des déjeuners intimes ?» demanda-t-il vivement avec un zèle de linguiste plus encore qu'une curiosité de badaud. Mais le prestige qu'avait à ses yeux le président de la République finit pourtant par triompher et de l'humilité de Swann et de la malveillance de madame Verdurin, et à chaque dîner, Cottard demandait avec intérêt « Verrons-nous ce soir monsieur Swann? Il a des relations personnelles avec monsieur Grévy. C'est bien ce qu'on appelle un gentleman. » Il alla même jusqu'à lui offrir une carte d'invitation pour l'exposition dentaire. « Vous serez admis avec les personnes qui seront avec vous, mais on ne laisse pas entrer les chiens. » Vous comprenez, je vous dis cela parce que j'ai eu des amis qui ne le savaient pas et qui s'en sont mordus les doigts. Quant à M. Verdurin, il remarqua le mauvais effet qu'avait produit sur sa femme cette découverte que Swann avait des amitiés puissantes dont il n'avait jamais parlé.